L'information en 2019, c'est nous. L'information en temps réel, le 14h, c'est moi, votre serviteur. Plus de proximité, plus d'investigation et plus de punch et de tonus. Un seul rendez-vous, la grande édition du journal télévisé de 20h30. Une seule chaîne, DRTV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial consacré à l'analyse et aux commentaires du message sur l'état de la nation du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Avec moi sur ce plateau, pour cet exercice on ne peut plus difficile, Armel Christian Zingamiko, notre chef de service économique à la rédaction. Bonjour Armel. Bonjour William. Et puis à ma droite, Morel Mabélé, notre, en tout cas, desk info étrangère. Morel, bonjour. Bonjour William. Merci. Nous sommes là, justement, je vous le disais, pour décortiquer cet exercice constitutionnel dédié au chef de l'État, le message sur l'état de la nation du président de la République qui tire sa légitimité, faut-il le rappeler, de l'article 94 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui stipule le président de la République adresse une fois par an devant le Parlement réuni en congrès un message sur l'état de la nation. Discours, on va le dire, un peu fleuve qui a duré sensiblement 1h30 où j'ai noté, le président l'a fait, s'il fallait le dire, en 33 points. Ce sont mes notations, 33 points, lesquels, je vais vous les rappeler tout à l'heure, en attendant, suivant donc les attentes de la population, parce que c'est sur cette base-là que le président de la République se donne la peine de remplir cette obligation constitutionnelle, une espèce de compte rendu au souverain primaire qu'est la population devant justement les élus de peuple. Ça ne fait de mal à personne quand le chef de l'État rend compte directement du mandat que le peuple lui a confié de l'état de la nation. Suivant donc les attentes du peuple que la caméra de Bernida Sitou a recueilli avant donc de rentrer dans le vif du sujet. C'est une bonne chose et c'est la tradition qui nécessite que le chef de l'État s'exprime chaque fin d'année devant le Congrès réuni. Et parce que vous savez que la conjoncture actuelle nécessite que les Congolais se questionnent et aient des attentes par rapport au discours du chef de l'État. Parmi les attentes, moi je pense que la première et ce qui est attendu par les Congolais, c'est d'abord l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration des conditions de prise de soins médicaux, parce que c'est très important. Et en dépit de cela aussi, il y a l'aspect relance de l'économie et aussi l'amélioration des conditions de l'éducation. Parce que vous savez que l'éducation est la base du développement de tout pays. Et aussi, lorsqu'un peuple se soigne, c'est un peuple qui peut travailler, qui peut prétendre se développer. Et aussi l'aménagement des voies de communication. Ça c'est très important parce que on ne peut pas parler du développement s'il n'y a pas des voies de communication. Vous voyez comment est-ce que des érosions sont en train de détruire des voies de communication et cela a de la répercussion sur le panier de la ménagère. Donc aussi le président dans son discours, s'il peut frapper là-dessus, sinon marteler dans la gestion de la chose publique, dans la rigueur aussi, et aussi bien évidemment les sanctions, parce que les Congolais ont besoin aujourd'hui que des mauvais gestionnaires soient sanctionnés. De créer les entreprises aussi aux jeunes pour que les jeunes doivent avoir un peu de boulot.
Voilà. Mais nous attendons que le chef puisse nous parler de bonnes choses. Et surtout la crise. Moi, je vais taper justement sur la crise. La crise vraiment a pris vraiment dans tous les domaines. Pour moi, c'est ce que nous voulons. Les emplois, la jeunesse puisse travailler. Améliorer les choses et le pays, aller de l'avant. L'attente, c'est attendre à ce que le président puisse nous amener à des bonnes choses, à la bonne marche du pays. Nous cherchons l'amélioration. Il y a la crise. Que faire? On cherche que... Il y a quelqu'un qui peut remonter cette crise-là. Hein? Le chef du village, le président de la République, c'est lui qui connaît la racine principale de ce pays. C'est lui qui peut disjoncter ce mal-là, de gré ou de force. Nous l'encourageons, on continue à l'encourager, de gré ou de force. Voilà, exercice constitutionnel rappelé à chaque message par le chef de l'État en début de propos. Il l'a encore fait cette fois-ci. Une façon de rendre compte, je l'ai dit, à mi-parcours de son mandat au souverain primaire, le peuple qui lui a confié le pouvoir. Tout de suite, le président de la République a attaqué en début de message avec les catastrophes naturelles et ses corollaires négatifs, somme toute, sur la société. Ce qui a conduit à parler climat, un des domaines où il excelle, et le Congo avec la paix. Son credo de prédilection, le président de la République y est revenu et avec force et détail. Il s'agit pour le président dans cet exercice de reprendre aux grandes interrogations du peuple, aux attentes, légitimes d'ailleurs, de la population. N'est-ce pas, Armel Christian Zinamiko? Oui, merci William. Nous avons vu un président, je peux dire, rassurant. Il s'est comporté en père de famille, il a parlé au peuple et a répondu aux attentes du peuple, mais avant il avait précisé en disant la vérité. Bon. Sur le climat, je crois qu'il a d'abord compati avec les populations qui sont dans la partie septentrionale du pays, victimes d'inondations. Il a également parlé d'ensablement de l'autre côté, au sud de Brazzaville. Et donc des catastrophes naturelles. Des catastrophes naturelles. Et d'entrée de jeu, bon, je trouve ça un peu rapide, il a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'on puisse soutenir. Bon, je trouve un peu... Pourquoi tu trouves que c'est rapide? Parce que je me disais peut-être qu'il y a d'abord une réponse au niveau national. Le Congo est en crise, déployer les moyens font des au-delà des moyens. Il y a mais justement, quand on parle de crise, il y a toujours ces moyens qui sont prévus pour répondre à l'immédiat. Et après s'être essoufflé, on peut appeler, mais dire quand même que l'appel a été lancé. Nous allons donc attendre la communauté internationale pour qu'elle puisse agir avec, peut-être en donnant de l'aide financière ou bien logistique pour pouvoir soutenir ces populations qui sont inondées pour la majorité et d'autres dans les zones simples. Alors, je vais revenir à toi, je me retourne du côté de Morel. Un mot sur l'amorce de son discours, le chef de l'État qui a pensé tout de suite aux catastrophes. Comme disait tout à l'heure Armel, on a suivi le président de la République. Il a parlé avec un cœur de père de famille, parce que d'emblée dans son discours, il a commencé à rendre hommage aux autorités de la République qui nous ont quittés pendant cette année 2019. Et tout juste après, il est tombé sur les catastrophes naturelles dont plusieurs populations sont victimes. Et il a rendu également hommage aux familles victimes. Et pour cela, il a insisté que le gouvernement s'y attelle pour trouver des solutions adéquates pour faire face à ces catastrophes naturelles. Et le président, dans son discours qui a fait plus d'une heure, 1h32 minutes précisément, il s'est appuyé sur les jeunes qui constituent une bonne partie de la qui constituent plus de la moitié de la population congolaise et qui est considérée comme l'avenir de demain. Et le président a beaucoup martelé sur la paix, sans laquelle rien ne peut se faire, puisque le développement passe par la paix. Ok. 1h30, un peu plus d'1h30 de message du chef de l'État à la nation sur justement l'état de la nation a été en tout cas résumé en 33 points. Le premier point, au-delà de cette amorce que nous venons d'aborder tout à l'heure, concernait donc le travail
et pour l'employabilité des jeunes. Il dit qu'il aborderait en priorité cette question puisqu'elle concerne essentiellement les jeunes qui constituent la majeure partie de notre population. Armel, on sait que ce n'est pas la première fois que le président, on va dire, tienne un tel discours. C'est toujours la promesse aux jeunes de l'emploi, de plus d'employabilité, mais rien ne se fait jusqu'ici, sinon pas grand-chose. Oui, effectivement, mais le président ne peut pas non plus baisser le bras, ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'emploi pour les jeunes. Il doit toujours renouveler cela. Et sachant que le Congo connaît une crise, donc avec la sortie de crise, comme il a dit, les opportunités vont se faire savoir. Puisque le président a même parlé des CFA, Centre d'études de formation et d'apprentissage, il a notamment parlé des CFA dans les métiers du bâtiment, dans la mécanique, dans le froid et dans le bois. Ouais, les formations qualifiantes. Il a parlé qui fait tant défaut à la jeunesse congolaise. Oui. Qui font tellement de défauts, effectivement. Et à ce point, on a un programme avec la Banque mondiale, le PDCE, le programme de développement de compétences en employabilité. Et le président a dit que 7500 jeunes ont déjà été formés par ce programme. Bon. Donc le grand problème, c'est que ces formations doivent aller en adéquation avec les besoins des employeurs sur le terrain. Donc du coup, on parle d'adéquation entre formation qualifiante et marché du travail. Et le président allait plus loin en promettant de l'emploi à ces jeunes, notamment avec les nombreux chantiers qui vont s'ouvrir. Nous avons le pont route-rail, le barrage de Sunda, les zones économiques spéciales. Et donc, rien que par ça, il a promis des emplois aux jeunes. Oui, mais ce sont des emplois à court terme. Oui, c'est des emplois à court terme. Ce pas des emplois durables. Oui. Bon, dans la durabilité, justement, c'est le système éducatif carrément qu'il faut revoir, le système de la formation. Parce que le PDCE, c'est des formations, c'est des petits modules qui vont de 6 mois à une année et demie. Et on ne forme pas vraiment des ingénieurs qualifiés ou bien des techniciens, des cadres supérieurs qualifiés. Ou là, même c'est des des cadres, là, c'est des moyens cadres, des ouvriers qualifiés, on peut en avoir. Mais tel que dans la mécanique, s'il arrive qu'on a des emplois durables dans ce secteur, ces jeunes peuvent bien être employés. Au fait, ce qu'on devrait faire au-delà de ces formations, c'est leur doter également des compétences d'entrepreneuriat. Que ces jeunes puissent se prendre en charge parce que le marché du travail n'est pas toujours formé. Et hormis ça, le président a également parlé du retour du cantonnage villageois. Parce que nous savons que dans ce cantonnage-là, au moins, on peut prendre quelques jeunes, les mettre sur la route, les doter des équipements aratoires et ils pourront justement nettoyer la route le cas échéant. Et également, le président a parlé de l'usine de fabrication de pavés. Bon, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, nous avons une usine à Mungali, mais c'est une usine qui connaissait entre-temps des problèmes. Qui bat de l'aile. Oui, qui bat même de l'aile. Je ne sais pas si cette usine a repris, bien si nous avons parlé d'une autre usine. Mais est-il que s'il s'agit de la même usine, je pense qu'elle ne sera pas ouverte à mes derniers. Bon, sinon les dernières informations, nous ne savons pas, nous allons vérifier. Voilà. Au moins pour le conseil du chef de l'État a utilisé la formule des pavés justement pour les voiries urbaines. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que cela aide également par rapport à notre géographie et surtout à notre sol, à l'état de notre sol. Nous avons beaucoup de zones dans Brazzaville qui sont boueuses et marécageuses et les pavés peuvent permettre à l'eau de facilement s'infiltrer et d'être absorbée par le sol. Mais surtout au-delà, ces nombreux jeunes vont être utilisés dans la pose de ces pavés-là. Ça fait des emplois à court terme, c'est vrai, mais qui peuvent au moins permettre à ces jeunes d'avoir un peu. En entendant, ils doivent continuer à se former. Le pavé coûte moins cher par rapport au bitume. C'est donc une bonne option. Seulement, cette interpellation faite à la municipalisation, est-ce que ça sonne comme un aveu d'impuissance de la part de notre municipalité? Bon, aveu d'impuissance, dire non. Le président est là justement pour toujours recadrer, parce que c'est celui qui rend compte au peuple. C'est le président que nous avons voté, celui que nous avons élu. Donc il doit rendre compte au peuple plutôt. Quand il trouve que ça ne marche pas d'une certaine façon, il doit proposer des solutions. Et c'est des solutions qui viennent compléter ce qui a déjà été fait. D'accord. Deuxième leçon, on parlait retraite et panier et de la ménagère. Nous sommes dans le cadre socio-économique. C'est encore là ton domaine de prédilection. La question de la retraite reste pendante jusqu'aujourd'hui et le panier de la ménagère, inutile d'en parler.
La question de la retraite reste pendante. Nous attendons peut-être des solutions. Il doit annoncer sur la retraite. Malheureusement, on n'a pas eu des solutions. C'est plutôt une promesse. Le président a promis qu'avec l'embellie qui arrive, les pensions de retraite seront versées, c'est un peu comme les bourses, seront versées plus régulièrement. Mais sur 2019, le président en tout cas n'a pas fait état concernant les retraites. Bon. Pour le panier de la ménagère, le grand problème, c'est la sécurité alimentaire. Quand on parle de sécurité alimentaire, on voit quantité et qualité de ce que nous produisons. Le grand problème est que nous ne produisons pratiquement rien. Du coup, le président a parlé de l'agriculture. Valoriser l'agriculture, impliquer les jeunes. Parce que beaucoup de jeunes se trouvent dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations, du coup, délaissant les villages. On doit trouver des mesures attractives au-delà, comme l'a dit même, de l'adduction en eau ou de la mécanisation de l'agriculture. Nous avons besoin de l'élément moteur qui est l'homme. Et la force, c'est la jeunesse. Donc, on doit trouver des moyens attractifs pour les ramener au niveau des localités et de les intéresser à l'agriculture. Donc, nous devons peut-être avoir des mesures incitatives de la part des autorités. Je voudrais revenir sur la retraite, tu l'as dit. La retraite reste une question pendante. On sait que dans le passé, le président a promis l'automatisation de la retraite. Et l'on sait aussi que, à ce sujet, l'on a échoué. Lorsque les pouvoirs publics, au plus haut niveau, le chef de l'État donne des promesses et que ces promesses ne sont pas tenues, un recadrage, justement, de la manière de faire, du management, de la gouvernance s'impose, non? Effectivement, on s'y attendait. Malheureusement, nous n'avons pas eu cela. Bon, l'échec n'a pas été total, elle a été mitigée. Parce qu'au niveau du privé, donc la CNSS, qui est la caisse de retraite, la caisse de sécurité sociale, au niveau du privé, l'automatisation, je pense, avait pu casser. C'est au niveau de la CREF, la grande caisse, qui engorge le plus grand des fonctionnaires, la majorité des fonctionnaires. Je crois qu'avec la lourdeur de cette structure, cette automatisation n'a jamais pu passer, il n'est pas encore passé. Et je pense qu'on se bat encore. On aurait justement voulu voir le président parler quand même de cela, parce que des retraités, c'est quand même des fonctionnaires, c'est des cadres qui ont eu à travailler, qui ont exercé, et donc beaucoup vivent dans la précarité en ce moment. Ils ne savent pas comment même se payer le moindre petit médicament, parce qu'ils sont à court de tout. Et beaucoup également qui ont déjà fait valoir leurs droits en retraite, depuis bientôt 7 ans pour certains, 5 ans, n'ont pas encore commencé à voir leur pension passer. Les dossiers sont toujours quelque part bloqués en cours de traitement. Alors, Morel, un petit mot sur la retraite et le panier d'aménagement, avant qu'on passe au troisième point qui concerne la décentralisation. Je pense que le président, dans son discours, il a beaucoup insisté sur le social. Et quand on parle du social, on ne peut que regarder le panier de la ménagère. Puisque si ce panier n'est pas bien aménagé, c'est difficile que l'homme qui est au centre de tout puisse produire. Et quand je parle de la production, je parle de la production intellectuelle et tout ce qui concerne la production dans la vie. Je pense que le président, il a compris cela et il insiste également sur la jeunesse parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une jeunesse qui est abandonnée, une jeunesse qui ne travaille pas et se dirige souvent vers les comportements déviants. Et voilà pourquoi le président a même dit qu'il y aura des centres de rééducation, des centres qui vont voir le jour pour essayer un peu de stopper, peut-être de stopper net, essayer un peu de freiner le phénomène du banditisme qu'on essaie un peu de décrier dans la vie capitale, le phénomène de bébé noir que le président venait de soulever et que le chef de l'État sait aussi qu'une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui est occupée, n'a pas le temps pour se livrer à de tels actes de vandalisme qui a été décrié, que ce soit par cette affaire de Eau pour tous, qui a été installée à l'intérieur du pays, dont aujourd'hui tout le monde déplore, puisque c'est cette Eau pour tous qui a été installée pour le bien de la population, sauf que ça a été saccagé par cette même population. Tout ceci aux grandes dames des autorités locales. On va y arriver, Morel. Le panier de la ménagère appelle la production, notamment agricole, mais le panier de la ménagère appelle également le problème de coût de la vie. On se réfère au coût de la vie lorsqu'on parle de panier de la ménagère tout de suite. Or là, le président a fait également allusion justement à ce coût de la vie qui a favorisé les comportements déviants de responsables justement du département de commerce qui, en prétextant allant contrôler les prix,
font un peu plus que ce qui leur est demandé. Et du coup, il y a un désordre qui s'installe dans le domaine et qui ne peut que imploser justement la dureté de la vie chez nous. Non, je pense que le président l'a bien dit, comme on dit souvent, trop d'impôts tue l'impôt. Nous constatons qu'il y a parfois des agents du ministère du Commerce qui abusent un peu de leur autorité sur le terrain quand ils vont contrôler les commerçants, et cela a un incident ici sur les prix des denrées alimentaires. Voilà pourquoi certains commerçants parfois se permettent de mettre des prix qui ne sont pas homologués alors que les prix devaient être homologués. Moi, je pense que si le message du chef de l'État, chacun là où il se trouve, chacun qui est concerné par ce message, si on peut passer par les sanctions, moi je pense que ça va améliorer tant soit peu cette affaire du panier de la ménagère, parce que le commerçant, comme on dit souvent, il est commerçant. Si on lui impose beaucoup d'impôts, du coup, il serait obligé d'augmenter aussi les prix, et celui qui paye au finish, au bout de la chaîne, c'est la population, c'est le citoyen qui paye. Alors, le troisième point consiste en la décentralisation de notre pays. Là, le président a dit que la volonté d'y parvenir demeure ferme et intacte. Qu'est-ce que cela t'inspire? La volonté demeure ferme et intacte. Je pense que la décentralisation est une bonne mesure de gouvernance, une bonne forme de gouvernance, surtout lorsqu'on parle de démocratie. Parce qu'on doit décentraliser, déconcentrer. Il a dit, malheureusement, cela est encore au niveau des textes. En ce sens que c'est encore sur papier que nous avons, en fait, on peut même dire que le Congo en matière de textes, nous avons de très bons textes et attractifs. Malheureusement, c'est au niveau de l'application que le problème se pose. Bon, le président l'a dit, c'est peut-être par rapport à la conjoncture actuelle, nous n'avons pas les moyens de pouvoir réellement faire fonctionner cette décentralisation. Parce que lorsque nous parlons de décentralisation, nous avons donc un budget décentralisé, nous avons des départements ou régions qui ont des préfets à la tête, donc il y a la fonction publique territoriale qui doit avoir son budget de fonctionnement et doter donc des budgets à chaque département, cela sera difficile en ce temps de crise. N'est-il que ces textes remontent à un certain temps? Et malheureusement, même lorsque le Congo était encore en bonne santé, lorsque nous avons l'embellie, nous avons parlé de décentralisation, il n'y avait pas vraiment l'application. On dotait, je pense, un fonds d'1 milliard, des choses comme ça, comme fonds annuel pour les préfectures, mais ce qui était vraiment insignifiant parce qu'on ne pouvait pas réellement travailler avec. En somme, on est encore loin du compte, mais la volonté y est. Et cette volonté ne saurait souffrir de faiblesse, puisqu'il dit qu'il demeure ferme et elle demeure ferme et intacte. La volonté demeure ferme et intacte. Alors, il reste justement à l'appliquer, à la mettre en pratique. C'est là tout le problème. On va donc passer au point suivant, j'allais dire, au point 5 donc, qui est consacré au credo cher au chef de l'État. Vous avez deviné, il s'agit de la paix. La paix, aucune ambition, a dit le chef de l'État, n'est possible sans la paix, lorsqu'il a commencé à aborder la question de la paix. Et j'ai noté, moi, plus de 10 fois, et c'est la même chose qu'il fait depuis 2-3 messages sur l'état de la nation. Lorsque je comptabilise le nombre de fois qu'il parle de paix, c'est en tout cas plus de 10 fois qu'il revient là-dessus. On connaît l'importance de la paix aux yeux du chef de l'État, le prix qu'il y attache. Faut-il y revenir? Je crois que tout est dit là. Je pense qu'il est toujours important de revenir sur la paix, parce que la paix est transversale. Elle s'imbrique partout. Rien ne peut se faire sans la paix. Et en conclusion, nous pouvons même voir lorsque le président parle de tout ce que nous pouvons faire, lorsqu'il parle de la croissance de 4% qu'on a pu enregistrer en 2019 et de l'embellie possible, parce qu'il a dit que nous commençons à entrevoir le bout du tunnel. Il a dit que tout ce que nous voulons entreprendre ne peut être possible sans la paix. Et en parlant de paix, justement, il a également attiré l'attention de certains responsables politiques qui instrumentalisent les jeunes sur les réseaux sociaux à travers certains messages qui ne font pas toujours honneur, qui critiquent soit la personne du chef de l'État, soit sa famille, soit les cadres, comme a dit le chef de l'État. Il a attiré l'attention de ces responsables politiques car ces pratiques sont de nature à fragiliser la paix. Alors,
Morel Mabélé, un mot sur le credo du chef de l'État, la paix. Oui, la paix, le président de la République est plusieurs fois revenu sur ça. Il est même arrivé à dire ironiquement, il y a certains responsables politiques qui mettent sur la toile, le président parle de la paix, mais on ne mange pas la paix. Mais le président aussi, ironiquement, a répondu qu'on mange mieux pendant qu'on est en paix. Parce que pendant que les âmes crépitent, je pense que tu n'as pas le temps de bien manger. Moi, je pense que les gens doivent vraiment bien intérioriser ce message du chef de l'État qui est très profond. Moi, je pense que les difficultés ne manquent pas, mais on peut, tant soit peu, se forcer à faire quelque chose quand on est en paix. Et souvent, ces hommes politiques qui poussent parfois à la violence, ils sont souvent les premiers à quitter le pays. Moi, je pense que la paix est très capitale, tel qu'a dit le président de la République. On ne dit pas qu'on doit rester affamé, mais moi, je pense qu'entre être affamé et être en guerre, moi, je pense que les gens vont préférer être affamés, parce qu'avec la faim, tu peux te battre à trouver quelque chose, mais en pleine guerre, moi, je pense que rien n'est plus que la paix. Et concernant la paix, le président a encore salué une fois de plus. Il avait souligné ça dans son discours sur l'état de la nation en 2018 concernant la paix qui est revenue dans le département du Poul avec les accords du 23 décembre 2017. Il est encore revenu sur ça. C'est pour autant dire que la paix occupe une place importante pour le chef de l'État, comme il a l'habitude de dire, c'est son credo, c'est son principe. Rien ne peut se faire sans la paix. Alors, William, justement, sur la paix, j'aimerais quand même ajouter le dialogue. Parce que la paix va de pair avec le dialogue. Oui, il a dit que la paix est soutenue par le dialogue. Il a appelé les Congolais au dialogue. Il leur a dit de toujours continuer avec le dialogue. Et concernant le dialogue, il a parlé des instances qu'on a eu à mettre en place en temps. Et il est même allé plus loin en parlant du Conseil économique, social et environnemental, qui est aussi une interface qui est là pour conseiller le gouvernement. Il a parlé du Conseil supérieur de la liberté de la communication, qui est là, qui est mis pour nous, les journalistes, qui nous aide également. Armel, parlons du dialogue, justement. Dans les attentes, on savait que beaucoup de politiques s'attendaient à ce que le président annonce une date de tenue de dialogue. Or, il n'a fait que rappeler, justement, les dialogues déjà tenus. Comme pour dire que les dialogues, on en a tenu. En ce moment, toutes les institutions sont en place. La République marche, avance. Et là, l'occasion de rappeler le rôle même de ce conseil consultatif du dialogue. Ce n'est pas le dialogue pour le dialogue, mais le dialogue est convoqué lorsqu'il y a véritablement crise. Or, le conflit dans le Poul est apaisé. Aujourd'hui, on est en paix. Les problèmes de querelle la veille des scrutins électoraux, notamment présidentiels, on n'en est pas encore là. Que sais-je moi encore, on ne voit pas pour quel intérêt on aura à tenir un dialogue maintenant. Est-ce que la démocratie dans les pays des autres avance de dialogue en dialogue? C'était un peu, on a compris, en fond de pensée du chef de l'État, qui voulait, dans ce sens, dire que le dialogue, c'est en nous, hein, c'est une habitude ancrée chez les Bantous, chez les Africains, et nous avons déjà fait preuve de dialogue. Est-ce qu'il faut aller en dialogue juste pour un dialogue de plus, ou bien attendre lorsque le dialogue est nécessaire et le faire? Au fait, merci William. Pour le président de la République, au fait, le dialogue est perpétuel et continuel. Comme vous l'avez si bien dit, le dialogue fait partie de nos cultures, plus et coutumes. Parce qu'il est même allé à rappeler le dialogue de 2011, lors de la grande conférence nationale. Il est allé jusqu'au lavement de mains. Le dialogue des veaux, tout ça. Et en parlant de la conférence nationale, il a dit que juste après, nous avons eu des malheureux événements. C'est pour dire malgré le dialogue, ça ne nous a pas empêché de repartir à la bêtise humaine. Justement, par là, il voulait dire qu'il n'y aura pas peut-être une sorte de conférence nationale bis comme le veulent peut-être certains. Il se dit que les structures du dialogue ont déjà été installées à tous les niveaux, puisqu'il est même allé jusqu'à parler du dialogue social pour les entreprises. Donc à tous ces niveaux où il y a les structures du dialogue, le dialogue peut se faire continuellement et en permanence sans qu'on ait à le marteler ou à monter sur les toits pour dire qu'à compter de désormais, il y aura un dialogue. Au-delà, il a donc rappelé la sagesse de l'homme d'État, de l'homme politique. Effectivement, il a parlé de la sagesse de l'homme politique et il a parlé de l'humilité. L'humilité, là, je fais allusion aux détenus. Il a dit qu'au Congo, en fait, il a dit qu'au Congo, il n'y a pas de détenus politiques. C'est des hommes politiques, des prisonniers de droit commun ou d'autres délits.
mais pas pour leurs opinions politiques. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et il a appelé à l'humilité. Peut-être que beaucoup également, il faut le dire, beaucoup s'attendaient à ce qu'on annonce la libération de certains responsables, peut-être politiques, selon les attentes du FMI. C'est là où il a fait le distinguo entre les délits de droit commun et les délits d'opinion politique. Voilà. Les délits politiques. Et que le statut d'homme politique ne confère pas une immunité. Effectivement, le statut ne d'homme met pas politique non plus au-dessus de la loi. C'est là où il a parlé de l'humilité. Il a appelé les hommes politiques à l'humilité, qu'ils soient en liberté ou qu'ils soient en détention. Il a appelé à l'humilité. Je pense qu'à ce niveau, le message peut-être a été mieux perçu par les concernés. Alors, on va pas, le temps qui nous est imparti file tout doucement vers sa fin, mais on ne va pas finir cette analyse sans parler de la crise, notamment avec son corollaire sur le dossier FMI. Et naturellement parler de la diversification de l'économie. Là encore, nous sommes dans ton domaine pour finir sur les antivaleurs. Allons-y donc pour la diversification de l'économie et les accords avec le FMI avant de parler des antivaleurs. Les accords avec le FMI ont été salués, le président a salué le FMI et ont même encouragé les bailleurs ou les autres partenaires à continuer à soutenir le Congo. Et lorsque nous parlons de partenaires, il y a la BAD récemment qui a fait un geste salvateur envers le Congo au moment où le FMI le permettait. Au moment où le FMI a ajourné l'avance qui devrait être remise au Congo par défaut de réformes. Et par défaut de certaines réformes qui n'ont pas été appliquées ou qui ont peut-être tardé à être appliquées. De l'autre côté de la BAD, ils ont reconnu avoir vu 11 réformes appliquées et ils ont pu libérer cette tranche-là qui était même le FMI que celle que le FMI devrait avoir. Le FMI est comme une caution morale de la BAD. Si la BAD commence à reconnaître et accepter les efforts du Congo, est-ce que l'on peut espérer que d'ici là, le FMI aussi revoit à sa position pour justement accorder au Congo les prêts qui lui sont donnés? Je pense oui, puisque les négociations sont perpétuelles et je ne crois pas que ce soit vraiment un refus, comme avait dit diplomatiquement le ministre du gouvernement, c'est un report. Voyons ça plus dans le sens d'un report, que cela va toujours être débloqué avec la satisfaction de certaines exigences à la clé. Ça va être examiné au mois de février. Naturellement. Au mois de février, ça va être examiné. Le dossier du Congo au niveau du Fonds monétaire international. Je pense que ce n'est pas un refus. Nous sommes dans un monde en perpétuelle négociation, comme a dit le chef de l'État. On ne peut pas fermer la porte du Congo pour les négociations. Les négociations doivent être permanentes. Voilà pourquoi nous avons même un conseil national qui regarde un peu les négociations de façon traditionnelle. Nous avons un conseil national des sages. Et on ne doit pas oublier aussi notre environnement. Nous sommes des Africains, nous avons nos réalités qui n'ont rien à voir avec les Occidentaux. Et voilà pourquoi le président de la République dit on ne peut pas arrêter le dialogue doit être permanent, parce que le dialogue là nous pousse à avancer, aller vers le développement. Voilà qui nous emmène à parler anti-valeurs. Le président, depuis 2-3 ans, et même plus, il revient régulièrement, les anti-valeurs. Concernant les antivaleurs, il y a à boire et à manger là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le comportement du Congolais aujourd'hui laisse à désirer à tous les niveaux, que ce soit le Congolais d'en bas, que ce soit le Congolais d'en haut. Il y a un véritable problème des antivaleurs à tous les niveaux. La corruption a gangréné vraiment toute l'administration congolaise. Chacun là où il n'y a plus encore ce problème de moralité, alors qu'hier, quand on était à l'école primaire, au temps du monopartisme, on nous disait que le Kenya doit respecter les biens publics. Aujourd'hui, on respecte les biens publics, on saccage les biens publics. Et au nom que c'est pour l'État, c'est comme si, alors que l'État est là, l'État construit pour son peuple. Mais ce même peuple ne veut plus encore respecter les biens publics. Moi, je pense que, tel qu'a dit le président, il est temps de passer à la sanction. Ouais. Le Congolais a besoin de la cote comme hier, le Congolais a besoin de la sanction pour avancer. Alors, le président a fait l'apologie des sanctions, en hiérarchisant même les sanctions, en exhortant les dirigeants à la sanction et en disant qu'un chef qui ne punit pas lorsque la faute est concrète et réelle et perceptible est complice donc de la faute de son agent. Oui, effectivement, il a dit à quoi sert un chef qui ne punit pas s'il est tout le temps laxiste ou bien il est là à compatir. En fait, le président a parlé de la sanction parce que beaucoup attendent que le président puisse sanctionner. Mais le président a rétorqué en disant
vous également, à votre niveau, vous pouvez sanctionner. Et lorsqu'il parle du problème de Eau pour tous, je crois que c'est un projet qui est très avec des exemples probants. Avec des exemples probants où il parle des actes de vandalisme de la population, mais surtout de ne pas avoir les sanctions. En fait, à ce niveau, bon, je voulais dire que généralement, on dit que le poisson pourrit par la tête. Le poisson pourrit toujours par la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui sont en bas de l'échelle, qui commettent ces actes de vandalisme ou qui commettent des délits, qui soient peut-être petits ou mineurs, se disent que nous le faisons parce que ceux qui sont supra, les décideurs politiques le font. La dernière fois, excusez-moi, on nous avait parlé de gros poissons dans les NAS, dans les maïs. On n'a jamais eu ces gros poissons et les Congolais attendent toujours. Je pense peut-être que c'est le jour où nous allons voir réellement un gros poisson frappé et je pense que cela va réellement mettre de la peur et de la crainte au niveau inférieur, au niveau infra. Mais tant que cela n'arrivera pas, nous aurons toujours ce genre de cas. D'accord, nous aurons l'occasion d'y revenir ce soir. C'est un rendez-vous que je prends avec les téléspectateurs, puisque une tribune pour analyser le message sur l'état de la nation du chef de l'État y est consacrée, juste après le journal, la grande édition. Mais avant de terminer ce plateau spécial, je ne pourrais le clore sans évoquer les quelques annonces faites par le chef de l'État pour 2020, des recrutements à la fonction publique pour des jeunes formés dans le domaine de l'enseignement, mais alors il a précisé sans favoritisme. On parlera éducation ce soir, on parlera également santé ce soir, des domaines que nous n'avons pu évoquer, faute de temps. Le chef de l'État l'a évoqué dans son discours. On parlera également bourse d'études dans un aspect du volet éducation. Et puis, nous parlerons du filet social à travers le projet Lusungi, une façon d'assister les plus démunis en ce temps de crise où il faut de la solidarité pour garder la tête hors de l'eau. Les infrastructures routières également seront l'objet de notre débat ce soir dans la grande tribune avec des invités, hommes politiques, société civile et naturellement citoyens lambda. Électricité, eau. Le président, en tout cas, n'a rien laissé au hasard. La question de la paix, on y reviendra avec la diplomatie. Là encore, le Congo marque les points. L'environnement sera également de la partie ce soir. Et les droits de l'homme, l'examen périodique qui revient chaque année sur les droits de l'homme, a approuvé l'observation justement des droits humains au Congo, que l'on le veuille ou pas. La leçon de morale dans l'humilité, tu l'as dit, le président de la République l'a fait, les antivaleurs, on y reviendra, la diplomatie, pour parler justement de ce qui se passe en Afrique, de notre environnement, où le président joue à la médiation, ce qui fait qu'il applique la sagesse justement dont il a évoqué, qui devait être en tout cas la lampe pour éclairer l'action des dirigeants, où un adage africain nous dit: quand la case du voisin brûle, il faut apporter de l'eau, assistance pour ne pas que le feu gagne ton terrain. Le terrorisme est aux portes de l'Afrique centrale, et déjà en Afrique centrale, dans les pays frontaliers du Congo. On n'a pas parlé de cela. L'action diplomatique du chef de l'État en Libye, en RDC, en Centrafrique et ailleurs permet d'essayer d'éteindre les feux partout là où il y a des foyers de tension pour nous éviter en tout cas de subir les violences de la bêtise humaine. C'en est fini pour ce plateau spécial pour décortiquer le message sur l'état de la nation du chef de l'État. Rendez-vous est pris, je vous le rappelle, ce soir dans une grande tribune à cet effet avec nos spécialistes maison et bien des invités. Merci à vous d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir. L'information en 2019, c'est nous. L'information en temps réel. Le 14h, c'est moi, votre serviteur. Plus de proximité, plus d'investigation et plus de punch et de tonus. Un seul rendez-vous, la grande édition du journal télévisé de 20h30. Une seule chaîne, DRTV.